Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient en version jeu vidéo, en version fin du monde, en version Gambaré Club, en version Weebos, enfin comme d'habitude un gros gloubi-boulga et ça tombe bien parce qu'on parle de World's End Club, le jeu de Izanagi Games et Nice America qui est la dernière création de Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, excusez-moi de ma prononciation horrible, qui est entre autres le créateur de Danganronpa, une grande saga de visual novel japonais de ces 10 dernières années. Et c'est un jeu qui sort sur Switch Nintendo, de son prénom. Et pour en parler, je suis avec Guillaume. Comment ça va, Guillaume ? Bah écoute, ça va très bien, Cédric. Et oui, c'est vrai que c'est compliqué à prononcer tous ces prénoms, mais écoute, je pense qu'on va y arriver, hein, on va essayer en tout cas. Oui, il n'y a pas de raison, mais de toute façon, au vu du jeu, ça me semble être bien compliqué dans tous les cas. Avant de commencer la critique, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, suivre notre actualité sur Twitter, venir discuter avec nous sur Discord et écouter nos critiques et émissions passées, présentes et à venir sur Aosha, le réseau Micro Stockholm, et sur notre chaîne YouTube. On est parti pour la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. World's End Club, du coup, est un jeu Switch sorti le 28 mai dernier, il y a à peine donc quelques jours maintenant. Du coup, après avoir passé quelques heures sur le jeu, on va pouvoir vous dire ce qu'on en pense. Mais avant ça, Guillaume, c'est quoi les bails avec ce jeu ? D'où il sort ? Qu'est-ce que c'est tout simplement World's End Club ? Vous n'avez pas les bases, comme on dit. Oui, alors du coup, je vais dévoiler un petit peu les bases du jeu et les bases du projet. Alors, il faut savoir que le jeu a été dévoilé à la toute base, avant le Nintendo Direct sur lequel tout le monde a pu voir un peu le jeu. Il a été dévoilé en 2018 sous le nom de Death March Club. Il est développé par le tout nouveau studio qui s'appelle 2Kyo Games. Et donc, dans ce studio, on retrouve, comme tu l'as dit, le créateur de la série des Zero Escape qui s'appelle Kotaro Uchikoshi et le dénommé Kazutaka Kodaka qui est derrière la franchise des Danganronpa, et le jeu a été renommé World's End Club et est d'abord sorti sur l'Apple Store l'année dernière. Alors la question c'est, est-ce que l'on retrouve du coup l'ambiance et la philosophie des auteurs ? Alors clairement oui, mais pas vraiment cette ambiance à laquelle vous pensez, puisque les aspects sombres, sanglants, voire sadiques qu'on pourrait retrouver dans un Zero Escape ou un Danganronpa, ils ont un peu laissé place à une ambiance, on va dire, plus joyeuse. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que ça raconte du coup ce World's End Club ? L'aventure elle se déroule au Japon en 1995 avec un groupe de 11 jeunes adolescents qui deviennent rapidement potes puisqu'ils font partie de la même classe et ils forment la bande du Club des Battants ou le World's End Club en VO, vous l'aurez compris. On incarne donc Reisho qui vient d'arriver il y a à peine 6 mois dans cette même classe et ils sont en excursion scolaire en partance pour Kamakura qui, pour ceux qui savent, est une ville côtière non loin de Tokyo et de Yokohama. Mais malheureusement pour eux, du coup ils vont au lieu d'arriver à leur destination, il y a une énorme lumière qui va pourfendre le ciel et s'abattre sur Tokyo, provoquant une énorme explosion et donc une secousse terrestre. Et le bus transportant le groupe, il va subir un accident et tous les membres vont s'évanouir. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ils vont se réveiller dans un parc d'attractions abandonné, situé sous la mer, et ils sont prisonniers de ce lieu. Mais en plus de cela, ils vont devoir être obligés de participer à un jeu de survie ou un jeu de mort qui est initié par Pielop, qui est une espèce d'étrange créature un peu kawaii, qui rappelle d'ailleurs le fameux Monokuma de Danganronpa, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils vont devoir participer à ce jeu de survie sans savoir ce qui se passe à la surface du globe et de la Terre, et notamment aussi du Japon, parce que toute l'humanité a pratiquement disparu. Ça, c'est le pitch du jeu. Alors, la première partie n'est en fait finalement qu'un amuse-bouche qui va servir en fait à révéler le reste du jeu. C'est un peu en mode vous vous rappelez le créateur de Danganronpa, on va faire un peu pareil, sauf qu'en fait c'est plus un début d'aventure qu'autre chose, puisque en fait le jeu c'est plus un visual novel mêlé de platformer 2D. En gros, nos héros, ils vont se retrouver seuls et perdus dans un Japon entièrement vide et presque post-apo, et le but pour eux, ce sera de revenir à Tokyo pour y trouver les survivants. Alors, ils vont avoir plusieurs itinéraires, et souvent des itinéraires dissédants, et c'est à vous, c'est aux joueurs, donc à Reisho, de choisir la route qu'il veut prendre avec telle ou telle personne. Il y a un truc qui fait que World's End Club est assez unique en termes d'écriture, c'est les multiples rebondissements et les twists que Uchikoshi, donc le créateur de Zero Escape, il a le secret, et surtout cette mise en scène des différents mystères, leurs révélations et bien entendu celles qui vont être connues au fil de l'aventure.
J'ai bien aimé la relation qu'entretiennent les personnages entre eux. C'est une des facettes que j'aimais bien dans Danganronpa. Et du coup, les dialogues, ils s'en retrouvent vachement fleuris et je trouve ça cool pour le coup. Bah, là, on t'entend depuis tout à l'heure, effectivement, on est sur un vrai mélange des genres, c'est-à-dire que c'est effectivement un visual novel dans quasiment toute l'intrigue, mais il y a un peu de platformer, en plus un peu dur, on y reviendra après, pas volontairement, je pense, la difficulté. Non, je pense pas. Mais c'est mélangé avec effectivement des morceaux de dev game, pas mal d'éléments de narration qui se mélangent et se contredisent. Il y a un humour aussi très adulte qui peut échapper d'ailleurs en partie au français, mais il y a des références un peu à caractère sexuel cachées dans le décor ou même dans des blagues ou quoi. Donc c'est assez étonnant. Il y a un second degré de lecture qui est très mis en avant. Ouais. Et qui est très étonnant, surtout qu'on en reparlera dans pas longtemps, mais du Chara Design qui fait très jeu pour enfants. Oui. Il faut bien voir que sur la boîte du jeu, si vous achetez le jeu en version boîte, il est marqué qu'il est interdit aux moins de 16 ans le jeu. Hein. Donc, oui, non, mais clairement. Donc voilà, donc c'est vrai que ce mélange des genres, il est assez intéressant, surtout pour un jeu Switch, je trouve. Ouais, bah en fait, là, on s'éloigne un peu de la formule Danganronpa qui est Zero Escape, qui était avant tout des visual novels. Et en fait, les développeurs, ils ont voulu peut-être insuffler un côté beaucoup plus jouable dans leur univers. Et bah, c'est à mettre au profit du jeu, mais aussi à son détriment. Et ça, on en parlera certainement après, parce que c'est certainement une des facettes du jeu qui fait que il aurait peut-être pu rester un visual novel, que ça aurait pas mal desservi le jeu en tout cas. Puis surtout qu'il y a pas mal de clichés dans le jeu, je trouve. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais oui, les personnages sont des archétypes que tu trouves dans des animés ou même dans des jeux vidéo de manière générale, et forcément ça en découle quoi. Ah, clairement, ça, si on est fan d'animé, enfin, c'est une des premières raisons pour lesquelles on devrait acheter le jeu, c'est si on est fan d'animé un peu comme ça et que vous avez bien kiffé l'animé Danganronpa, vous n'êtes pas trop en milieu perdu. L'intérêt de ce genre de jeu de Kazutaka Kodaka, c'est vraiment le fait qu'à chaque fois on a entre 12 et 15 persos, que chacun représente un archétype. La différence étant que dans les autres jeux ils s'affrontaient et donc se mettaient vraiment sur la tronche. Là ils sont une équipe quoi. Alors ils ont des broutilles, ils ont des brouilles, des fois ils se séparent et tout, mais c'est vrai qu'il y a plein de caractères, qu'il y a vraiment moyen d'avoir vos chouchous et les persos que vous détestez en fonction de vos affinités de personnalité. Mais on a le geek un peu taciturne et intelligent, le petit gros tout gentil qui pense qu'à bouffer, le mec à sang chaud, enfin voilà, ouais. Il y a vraiment un bouillon d'archétypes qui peut être embêtant, mais là je les trouve réussis, entre autres parce que tu l'as dit plus tôt, je trouve la force des dialogues et des relations des personnages. En fait, il y a plein de petites séquences dans les feux de camp qui ne servent à rien d'autre qu'à parler avec les persos et donc développer un peu leur backstory et leur juste le lore en fait de ces personnages, quand on comprend petit à petit comment ils sont. Par exemple, je pense à Mochan, du coup, qui est le petit rondouillard qui pense qu'à manger. Mm-hmm. Il a beau penser qu'à manger, il aime pas manger tout. À un moment, il va y avoir question de séparation de groupe et on lui dit ah, mais tu vas venir avec nous à, je crois que c'est Fukuoka, tu pourras manger les ramen de Fukuoka. Il fait ah, mais tu fais bien de me le dire parce que je déteste les ramen de Fukuoka. Je fais ah bon, d'accord, tu détestes les ramen, toi. C'est concept, j'en vois rarement quoi, des personnages qui détestent les ramen dans les mangas quoi. Mais c'est ça que j'ai trouvé super cool, c'est que en fait il y a tout comme c'est un voyage à travers le Japon, en fait tu vas avoir énormément de références au pays et à la culture dans lequel tu es. Genre par exemple ils vont aller dans des zones avec des sources chaudes, d'autres qui aiment pas les ramen, et ils vont pouvoir aller dans d'autres villes, ce machin. Enfin en vrai c'est un espèce de road trip assez initiatique du Japon, je trouve, et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Et puis surtout, enfin, ce qui est bien dans ces dialogues-là, c'est que en fait, les phases de dialogue, tu disais notamment quand ils font des feux de camp, c'est aussi amené à te trouver tes préférés. Tu vois, comme d'habitude, dans un compas, c'était aussi le cas. Tu vas t'attacher à telle ou telle personnalité, et dans l'écriture, je trouve que c'est plutôt bien amené, je trouve. Ouais. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est dans les points très positifs. On peut en revanche noter qu'il n'y a pas trop de profondeur, que ça soit dans l'intrigue ou dans les relations des personnages sont quand même, bien qu'elles soient bien faites, bien écrites et tout ça, il n'y a pas de step-up de relations incroyablement profondes. Oui, c'est très lisse. C'est quand même très très lisse et je pense au personnage, par exemple, je sais pas moi, de Kansai qui me tape un peu sur le système, qui est le genre de personnage que j'aime bien d'habitude, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un personnage qui... C'est la tête brûlée du groupe, globalement. C'est un mec très, très gentil, qui aime ses copains, mais tête brûlée. C'est la petite pile à lunettes, quoi. À casquette, pardon. À casquette, ouais. Et en fait,
il se transforme quand même un peu vite en connard suprême, dans le sens que il remet tout le temps en question les décisions du groupe. Il est jamais content et en fait il en devient nocif quoi, pour le groupe. Et c'est aussi un truc intéressant, c'est que c'est un groupe de 11, puis après 12, sans trop rentrer en détail, mais personnalités assez hétéroclites. Et du coup, forcément, il y a des conflits qui s'amènent, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on met pas souvent dans le light novel, c'est si on prend des personnages de dev game avec des personnalités hétéroclites, mais qu'on leur demande de faire vraiment tous équipe et de survivre tous ensemble, comment ça peut se faire ? Bah oui, parce qu'ils ont tous des personnalités et que forcément... Bah c'est ça, quoi. Et d'un côté, c'est intéressant, et de l'autre, je trouve que c'est la faiblesse du jeu, c'est que du coup, ils sont tellement tous différents que ils se séparent souvent. On se rend compte que c'est un peu artificiel parce qu'on peut pas t'amener les 12 persos tout le temps ensemble, il faut un peu les splitter. Et bon, alors ça permet de voir plus de lieux, ça permet de faire des side stories. De faire des routes différentes en fait, c'est surtout ça le principe, je pense. Ouais. Oui, je pense aussi, mais je pense quand même qu'ils l'ont fait parce que gérer 12 personnages tout le temps, c'était trop compliqué, et c'est vrai que c'est plus simple d'en gérer que 6 ou 3 à chaque fois, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc ça fait juste un peu artificiel pour moi, et effectivement, comme tu l'indiquais, ça manque un peu de profondeur. Ouais, surtout en tant que visual novel, parce que faut savoir qu'il y a énormément de phases de dialogue du coup, qu'elles soient en format animé ou même en termes de gameplay. Et toutes ces phases, elles sont évidemment toutes doublées. Alors moi j'ai joué en japonais personnellement, j'ai pas joué en anglais, mais ouais, bon pour le coup je conseille vraiment de jouer en japonais parce que forcément vous êtes au Japon et les références seront beaucoup plus mises en avant que si vous mettiez en anglais en tout cas. Mais en tout cas elles sont quand même là ils sont quand même là les doublages en anglais. Et donc du coup il y a aussi une traduction française, et d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y a quelques coquilles dans la traduction. Alors avec quelques coquilles, c'est un bien grand mot, mais il y a par exemple des citations d'un mauvais nom de personnage. C'est arrivé par exemple qu'il y a un changement de personnage en plein milieu du truc. Je pense que les traducteurs ils ont dû se brouiller avec les 11 personnages. Il y a par exemple des descriptifs au féminin au lieu de masculin. Ça c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ou il y a quelques petites bourdes, genre des fautes d'orthographe. Ça arrive très rarement, mais il y en a quand même. Mais moi j'en ai vu qu'une seule. Moi, j'en ai vu qu'une seule, et je ne sais pas si c'est fait exprès parce que c'est une question de droit ou pas. C'est le personnage de Jinu, qui est une jeune femme qui fait un peu masculine sur les bords, et je dis ça non sans mal parce qu'elle est fan de Takarazuka, et elle veut devenir actrice de Takarazuka, qui est le théâtre d'hommes. Et seulement là, c'est marqué Katarazuka, et je me suis demandé, est-ce que Takarazuka, c'est pas une marque déposée au Japon, peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit, ou est-ce que c'est une vraie coquille ? Là, j'avoue, j'ai pas eu le temps de faire des recherches pour en voir plus. Non, moi, quand je te parle de bourde, quand je te parle de bourde en termes d'orthographe, c'est vraiment des mots qui sont mal écrits, quoi. Ah oui, bah là en soi, il est mal écrit, tu vois. Ils ont inversé 2 syllabes, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je n'ai pas émis l'idée que c'était une vraie faute. Je me suis dit peut-être pour ce coup-là, mais vu que tu me dis qu'il y a d'autres coquilles, c'est possible que ça soit vraiment une bête erreur là aussi, en tout cas. Ouais, mais bon, ça a pas trop de gravité, ça va. En général, c'est plutôt bien traduit dans l'ensemble. Il y a pas trop de soucis, on comprend tout à fait là où on va. Il y a pas d'énormité plus que nécessaire, quoi. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Un autre truc qui est intéressant dans le jeu, donc on a dit il y a des phases de plateforme 2D, et pour égayer ces phases de plateforme 2D, il y a un truc, c'est que nos héros vont tous débloquer un pouvoir petit à petit. Ouais, alors ça du coup, on en parlait justement dans le début du gameplay, ce qui donne un petit peu plus de profondeur au gameplay de platformer 2D auquel on parlait, c'est que, il y a, comment dire, je trouve que les plateformes, avant de parler peut-être des pouvoirs, on va peut-être parler aussi des phases de plateforme qui sont là pour plus appuyer pour appuyer l'exploration de tout ce qui se passe au Japon, et donc en fait ça fait office d'entrecoupage entre les phases de dialogue. Le problème c'est que je trouve que ces phases de plateforme en elles-mêmes, elles sont vraiment ratées. On sent que les développeurs ils ont pas vraiment d'expérience dans le domaine. En gros, on dirige son personnage sur un plan 2D de droite à gauche avec des phases de saut qui sont d'ailleurs horribles, genre il y a un temps de latence de quelques millisecondes entre le temps qu'on appuie sur la touche qui est associé à l'action et l'action qui va être effectuée par le personnage. Il y a aussi des bugs, par exemple des personnages qui se retrouvent parfois sans plus bouger du tout pendant un temps donné. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah mince, non, moi j'ai pas eu ça, heureusement. On a vraiment l'impression en fait de subir un peu le game design du jeu qui a pas été en fait, je pense, pensé pour en premier lieu pour ça. Et du coup, il est pas rare de subir un game over via un saut dans le vide ou un impact qui a été mal négocié parce que la jouabilité elle n'aide pas. Heureusement, une touche est égale à un game over, mais les checkpoints se retrouvent à quelques mètres du jeu, à quelques mètres du lieu de la mort initiale, quoi.
Donc je sais pas si tu trouves que ça a vraiment un impact sur le gameplay en lui-même. Les phases de dialogue sont assez simples de manière générale, mais je trouve que le platformer, il est vraiment raté de ce côté-là. Alors oui, le platformer est raté parce qu'il est assez dur et surtout c'est un platformer qui est pas trop libérateur. Enfin c'est un platformer qui est très dirigiste dans le sens que c'est un platformer qui est mélangé avec un jeu d'énigmes en fait. Ouais. Et ça pose le souci que par exemple moi je pense la première séquence où on va dire on est à Beppu, qui est une ville thermale, donc c'est une zone avec des sources thermales, il y a des geysers de lave, des trucs comme ça. Et on va diriger le personnage, donc, encore une fois, de Mochan, qui est le petit rondouillard, et lui, son pouvoir, c'est de se transformer en pierre et rouler. Et pour se débarrasser de certains ennemis, il faut une technique particulière, et en fait, si on ne la respecte pas, si on ne respecte pas la technique et qu'on ne fait pas au bon moment activer le pouvoir, ou au bon moment sauter ou éviter, c'est automatiquement un game over. Et donc, une seule scène de gameplay, on peut se prendre environ 15 game over. Alors en soi, la mort n'est pas très punitive parce qu'on revient au début de la séquence, quoi. Donc on n'a que 20 mètres à faire et recommencer cette portion-là du gameplay de plateforme. Mais c'est très limité et ça donne aucun... En disant que vous jouez pas à un Mario, quoi. Hein. Là, c'est clair. En fait, vous n'avez pas la possibilité de vraiment avoir un feeling de plateforme, quoi. Il n'y a pas le côté rewardant, en fait, d'un platformer 2D avec du skill. Parce que là, en fait, t'as l'impression de subir le game design plus que d'y jouer. Et du coup, bah, ça dessert complètement le jeu parce que, genre, tu parlais de cette phase avec Meipo, oui, attends, comment il s'appelle au fait déjà ? Oui, Mochan, qui en fait, la phase est en plus un peu longue parce que tu dois te transformer régulièrement en fait en boule pour pouvoir buter les ennemis. Ouais. Sauf que en fait, t'as l'impression que la plateforme, t'as l'impression de faire du gameplay émergent en permanence. Et surtout que même ça, son pouvoir de pierre, c'est intéressant parce qu'il se transforme en pierre, il peut rouler, il peut arrêter des trucs et tout. Seulement, ils ont rajouté un aspect physique. Ça veut dire que si on est sur une pente ascendante, donc une pente en montée, et ben Mochan il pourra pas la faire. Ouais. À moins qu'il ait eu assez d'élan pour commencer à rouler, quoi. Mais si vous commencez sur un terrain plat et que vous voulez tout de suite faire une pente ascendante en boule, impossible. Il va falloir désactiver le pouvoir, avancer, réactiver le pouvoir, et si vous le réactivez pendant que vous êtes dans la pente, vous commencez à rouler vers le bas, quoi. Donc vous revenez en arrière. C'est ça. Donc ça demande vraiment un timing et une exécution qui est plus de l'ordre de la synchro que de la vraie plateforme, quoi. Il n'y a pas de vrai plaisir. Il n'y a pas de profondeur en fait dans la façon dont tu joues. Clairement à ce niveau-là, pas vraiment. On en parlait justement de ces pouvoirs spéciaux qui font partie, qui accentuent peut-être un petit peu la profondeur du gameplay du platformer. C'est que chaque membre du club, ils débloquent dans la progression du jeu une compétence qui leur sont propres. Chacun a sa spécialité. Par exemple, Raicho, il peut lancer des objets qui sont plus ou moins lourds. Alors par exemple, il peut lancer un caillou pour débloquer une poutre qui est accrochée au plafond pour pouvoir avancer sur une autre plateforme, ou balancer un truc sur un ennemi. Enfin voilà, des trucs très basiques. Il y a Chuko qui peut cracher des boules de feu en façon lance-flamme. Là, par exemple, aussi, les phases d'action avec la boule de feu, elles sont super longues et super chiantes à utiliser. Et donc, on en parlait aussi, Mochan qui peut se transformer en boule indestructible et rouler sur les ennemis. Alors, ces pouvoirs, ils servent non seulement à se débarrasser des monstres ou des quelques boss, mais ils servent aussi à activer les interrupteurs qui pourront nous aider en fait à avancer dans la progression, ou alors détruire des murs. Et donc, je trouve que l'ensemble il aurait pu être intéressant si on avait par exemple, si le jeu s'était plus rapproché d'un principe à la Trine où chaque personnage est interchangeable en fonction des situations, mais c'est pas le cas en fait. À chaque fois le jeu il nous donne que le choix de choisir un personnage en fonction de la situation et donc ça s'adapte du coup, et du coup le gameplay s'adapte au contrôle et au gameplay du personnage, ce qui fait qu'on n'a pas il y a rien de, en fait on fait quasiment toujours la même chose sur un temps donné, et du coup ça donne aucune profondeur au jeu et c'est vraiment dommage, quoi. Et non, moi ça me fait penser à un vieux jeu vidéo sur Game Boy Color qui était les Looney Tunes contre les Martiens et la revanche des Martiens, qui était un diptyque de 2 jeux. Et c'était des jeux où tu contrôlais Bugs Bunny à la base, et dès que tu reprenais un Looney Tunes, tu l'avais dans ta bande et tu switchais quand tu voulais, et chaque Looney Tunes avait un pouvoir. Donc Titi pouvait voler au-dessus des précipices, Bugs il pouvait sauter, machin, enfin Bip Bip courir, mais tu changeais quand tu veux. Là tu peux pas. T'es là aussi inféodé à la narration du visual novel, quoi. Si on t'a dit à cette séquence-là, c'est Genou que tu contrôleras, bah c'est Genou que tu contrôleras. C'est tout. C'est exactement ça. Tu continues à contrôler Raicho, parce que c'est quand même lui que tu suis en tant que joueur. Et c'est quand il y a des choix à faire, bah c'est toi qui dois les faire via Raicho. Donc souvent le groupe doit se séparer. Ils disent et toi Raicho, tu vas avec qui
Et en gros, on décide avec qui Ouais, on continue en fait, c'est à toi de l'aventure choisir pendant à ce un temps, moment-là quoi. quelle route tu vas prendre, quoi. C'est ça. Mais en revanche, la séquence d'après, tu le contrôleras peut-être pas Daicho, tu vas peut-être contrôler un autre personnage parce qu'il a le pouvoir adéquat à cette situation-là. Ce qui se rapproche encore de certains jeux et animés très otaku weeb fait personnage fonction, personnage archétype, archétype répond à la fonction et donc on avance parce que la fonction répond à l'archétype et donc ça va. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un manque de challenge assez ahurissant. Bon, un point en revanche très positif, je pense là on est d'accord tous les deux, parce que tu l'as marqué toi aussi, c'est le chara-design. Yes, alors du coup, World Club il se veut peut-être très accessible, en tout cas beaucoup plus qu'un Danganronpa qui lui en fait avait un ton bien plus adulte et voire même sanglant. Rappelez-vous, hein, le sang violet et translucide, là je sais plus comment il était exactement, mais bref, c'était assez particulier et ça faisait l'identité du jeu. Là, rassurez-vous, on n'a pas tout ça. Mais le jeu est clairement plus accessible et du coup il mêle une ambiance 2D 3D avec, en cartoon avec des séquences de visual novel façon animée. Mais surtout, du coup, ce que tu disais, c'est qu'il attire beaucoup l'œil parce que, en tout cas, bien plus que dans les décors qui sont finalement assez génériques et quelconques, c'est les décors surtout ils sont très 3D quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient pu peut-être ils auraient pu peut-être je sais pas faire des aplats 2D, tu sais des dessins en 2D un peu jolis qui serviraient de fond parce qu'en plus il y a pas de jeu sur la profondeur, c'est de la platformer 2D. Donc ils pouvaient se faire plaisir, c'est vrai que là c'est pas très beau quoi. Certains ennemis sont quand même assez sympas et assez bien animés, mais les décors en eux-mêmes ils sont quelconques quoi. C'est vraiment j'ai l'impression de me retrouver dans un Pokémon Sword and Shield tiers, tu vois. Il y a pas grand chose à voir en termes de décor quoi. Ouais, t'es un peu méchant, mais ouais, d'accord. Ouais, je vois l'idée. Et effectivement, c'est vrai que des fois tu vas d'une ville à l'autre, t'es dans le même décor. Je me suis dit, c'est un peu au début tu commences dans une ville au sud de Kyushu, puis tu te retrouves à Beppu. Et je me suis dit, au tout début, Beppu, c'est la même ville, quoi. C'est les mêmes types de fleurs, c'est le même type d'habitation. J'ai même retrouvé les mêmes enseignes au fond, quoi. Je me suis fait, ouais, les gars... Oui, avec les enseignes ramen, exactement. Kusuli pour les médicaments, tout ça, enfin, genre de trucs. Quoi. Exactement, mais seulement, c'est les mêmes typos, c'est les mêmes machins, c'est les mêmes trucs. Je fais, oh, les gars, quand même... Bon, après, les ambiances dans les villes sont quand même assez différentes, et en fonction de ce qui s'y passe, tu vois. Ça dépend à quel moment. Mais disons que le morceau ville du sud, il est un peu générique. Alors après, Beppu, il y a la montagne, tu vois, mais la partie ville, j'étais en mode bon, ça ressemble beaucoup à la ville d'avant quand même. C'est clair. Et du coup, on parlait du chara-design qui, lui, en fait, fait partie des grandes... en tout cas, je pense que c'est une des réussites du jeu, parce que il est complètement coloré et complètement bariolé, et tous les personnages, en fait, ont leur identité visuelle. Et donc le rembage enfantin il fonctionne pas mal, surtout quand on est fan de Pokémon, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais en fait la personne en charge des illustrations des personnages, ce n'est autre que l'illustratrice Takegaru, qui est responsable du visuel si particulier des personnages des personnages de Pokémon Sun and Moon et du dernier Pokémon Sword and Shield. C'est pour ça qu'on retrouve un peu la même patte de chara design. Et du coup, le côté mystérieux, il se retrouve aussi dans les thèmes musicaux. Qui avec des thèmes qui oscillent entre musique oppressante et entraînante selon le climat et le moment du jeu quoi. Les musiques m'ont pas trop marqué, elles sont sympathiques mais je les trouve pas si incroyables que ça. Mais c'est vrai qu'en revanche dans la DA le chara design est pour moi la plus grande réussite parce que on y sent la vibe Pokémon de ces dernières années sans que ça le soit pour autant quoi. Et il y a quand même ce côté un peu plus malaise que les Pokémon ne peuvent donner quoi. Les personnages ils peuvent avoir des expressions un peu plus sombres, il y en a qui ont vraiment des designs très très réussis hein. Moi je pense j'aime beaucoup Pochi, le geek un peu taciturne qui dit celui rien. À lunettes là. Non, celui qui joue tout le temps celui qui joue tout le temps avec sa Game Boy et qui dit rien. Aniki qui est le grand frère un peu bâtard mais au grand cœur quoi, ou même Genu qui est clairement elle a un super look de garçon manqué. Non mais les 12 persos sont vraiment tous très réussis et même d'autres personnages secondaires qu'on découvrira après sont vraiment très très intéressants quoi. C'est vraiment ça contraste encore plus avec le fait que c'est une histoire quand même mine de rien assez crue, enfin j'ai pas d'autres mots mais c'est vraiment ça parle de fin du monde, ça parle de c'est pas juste un truc pour les enfants quoi, c'est pas que les Goonies. On pourrait se dire c'est les Goonies au Japon. Pas que quand même, ça parle de vrais bails de sectes, de vrais bails de fin du monde, peut-être d'éco-terrorisme, de mutation.
Non, puis même il y a des enjeux dramatiques qui sont marqués, genre il y a certains moments dans l'aventure où il y a des personnages qui risquent de mourir, genre littéralement, et en fait du coup t'as des thèmes qui sont liés à la mort, t'as des thèmes qui sont liés à la perte de proches, enfin c'est assez malgré le fait que les personnages ont l'air très enfantins et très colorés, il y a des enjeux dramatiques qui sont là quand même pour te montrer que t'es pas dans un jeu pour enfants quoi, clairement pas. Bah surtout la première séquence dont on parlait, qui est un dev game du coup, qui rappelle Danganronpa en mode clin d'œil. On vous fait un Danganronpa et au final, au bout d'une heure, ça nous casse tout ce qu'on pensait déjà comprendre de ce jeu. C'est ça. Ou à part Leisho et du coup, comment il s'appelle Pochi, le petit geek. Tous les autres sont devenus méchants. Et donc du coup, ils ont des expressions pas de méchants, pas gentils. Ils se comportent vraiment limite comme des tueurs alors qu'ils ont tous entre 8 et 15 ans quoi. Donc c'est assez flippant quoi. C'est des ressorts que tu retrouvais dans un Danganronpa où en fait la psyché du personnage change complètement en fonction de la situation, tu vois. Et c'est pour te montrer que les gens, c'est ni tout noir ni tout blanc quoi. C'est toujours. Mais là, le chara-design de Take renforce encore plus cet aspect vallée dérangeante, quoi. Parce que comme ils sont tous mignons, tu te dis, c'est un peu Pokémon style, et là, t'as la petite de 8 ans qui dit qu'elle va te tuer, tu vois. Tu fais, d'accord. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Bon, c'est moins sanguinolent et sombre que ne peut l'être un Danganronpa ou un Zero Escape, hein. Faut pas non plus... bien sûr. Mais tu retrouves mais un on peu cette rappelle idée, que quoi. c'est un 16+. Hein. Le jeu est quand même déconseillé aux moins de 16 ans, quoi. C'est clair. Donc, après, c'est plus aussi dans les... C'est plus aussi dans les thèmes abordés et surtout les dialogues qui ont lieu plus que dans le design général du jeu, je trouve. Ouais, moi je trouve aussi, mais le PEGI officiel, ils disent 16 ans pour cause de violence. Tu vois, ils ont mis le petit symbole de la bagarre. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont assez crus quand même. Ça reste des enfants qui se battent, quoi, entre autres. Donc, c'est un peu ça. Donc bon. Donc au final, Danganronpa, on achète ou pas sur le papier ? Danganronpa on achète, par contre World Club oui, oh là là, pardon de jeu. Et preuve que tu vois, mine de rien on les confond beaucoup, surtout au début quoi, vraiment. C'est clair. World Club, je voulais dire, est-ce qu'on l'achète World Club ou pas ? Du coup, si vous êtes fan de Danganronpa ou de Zero Escape, je pense que vous apprécierez je pense que vous apprécierez ce petit visual novel matiné de phase de plateforme, et il se peut que vous aimiez donc du coup ce World Club. Alors c'est vrai que au fur et à mesure de sa progression, on a envie d'en savoir plus sur cette bande d'adolescents, leur amitié, les enjeux dramatiques qui en découlent. J'ai beaucoup apprécié aussi ce voyage à travers le Japon, qui je trouve était un peu initiatique en fait, notamment pour les gens qui connaissent pas. Et mais moi j'ai adoré parce que forcément je suis déjà allé plusieurs fois au Japon et du coup je me suis retrouvé un peu en mode touriste. Ah, c'est vrai que c'est là qu'il y a des spécialités et tout, ça c'est vrai qu'ici il y a des sources chaudes, c'est vrai que à Fukuoka il y a la plage et tout ça, enfin bref, c'est vachement cool si tu aimes le Japon. Et du coup par contre en revanche, il y a quand même un gros souci de gameplay de manière générale, notamment dans les phases de plateforme. J'aurais bien aimé aussi qu'il y ait des routes supplémentaires dans le déroulé du jeu, malgré le choix qui nous est donné à certains moments de l'aventure. Je pense que le jeu aurait gagné en fait à avoir des sub-quests avec des routes, on va dire, qui auraient rendu ta run, en tout cas ta première run, complètement unique par rapport à une autre. Et ça, malheureusement, on l'a pas. C'est assez binaire finalement la façon dont est pensée la progression dans le jeu. C'est pas la volonté, je pense, hein, tout simplement des créateurs. Les créateurs veulent raconter une histoire, ils te proposent 2-3 side stories, histoire 2, mais à chaque fois de toute façon les personnages se retrouvent, donc ouais, c'est ça. Au final c'est même pas une deuxième route, c'est juste un cheminement secondaire que tu peux faire en plus. Tu peux revenir en arrière et partir sur l'autre chemin quand tu veux. Oui. Quand tu es sur le choix de sélection des niveaux, tu peux refaire un niveau que tu as déjà fait et donc revenir au moment de bifurcation et commencer l'autre partie. Le but c'est que tu puisses tout voir d'un coup en fait. Quoi. Exactement. Le but c'est que tu puisses tout voir. Et donc du coup au final je trouve que ce World Club c'est un jeu assez moyen, mais qui pourra peut-être trouver son public. Alors il a déjà son public parce qu'il y a énormément de fans en fait des créateurs de Danganronpa et Zero Escape et qui sont là pour le jeu. Je pense qu'ils sont vraiment surtout fans de la façon dont ils traitent les personnages et les enjeux dramatiques. Mais surtout vous pourrez aussi trouver votre compte si vous êtes fan du design de Takegaru, qui ravira en tout cas les fans des designs des personnages de Pokémon. Moi je te rejoins aussi. Je pense quand même que le jeu est un peu mieux que ça, mais effectivement il a ses limites, hein. Si vous partez sur le fait de faire un jeu de plateforme ou quoi abandonné, c'est vraiment un visual novel avec un peu de plateforme pour égayer. Bon, la plateforme n'est pas très réussie. Le visual novel est intéressant. Clairement, c'est assez atypique
pour qu'on ait envie de s'y retrouver. Et si vous êtes fan du Japon, que vous y êtes allé ou pas, le jeu vous propose vraiment effectivement un world map tout autour du paysage nippon. Et d'ailleurs, je conseille en même temps aussi le jeu Persona Striker, en fait, qui a le même concept aussi, un peu vrai. à travers son aventure, de faire découvrir des régions du Japon. Vous faites les deux ensemble, ça vous donne une bonne idée sans trop de clichés. Vous pourrez préparer de vos ces vacances, régions-là, quoi. Exactement, vous pourrez préparer vos vacances. Et vous, Voilà. qu'est-ce que vous avez pensé de World's End Club ? N'hésitez pas à nous le dire sur nos différents réseaux, sur notre Twitter pour notre actualité bien sûr, mais sur notre Discord pour venir discuter avec nous de toute l'actualité du jeu vidéo, du manga, du cinéma, des séries, des comics et ainsi de suite. Et n'hésitez pas, si cette émission vous a plu, à écouter les autres ainsi que nos plus grandes émissions thématiques passées, présentées à venir sur le réseau Ocha Micro Stockholm ainsi que sur notre chaîne YouTube. Guillaume, je te dis à une prochaine pour une critique manga, il me semble, cette fois avec toi, ça sera. Manga, ce sera ça, ouais. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.